Donc nous allons parler maintenant des infections virales les plus couramment retrouvées au cours donc, de la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des virus qui sont transmissibles donc, pendant la grossesse et qui sont responsables d'embryo-photopathie. C'est le cas de la rubéole, de la varicelle et du CMV. Et des virus qui sont transmissibles en fin de grossesse ou en périnatal et qui sont responsables de maladies infantiles, parfois plus graves que celles rencontrées chez l'adulte. C'est le cas par exemple de l'hépatite B et du VIH. En premier lieu, nous allons parler de la rubéole. Donc, il faut savoir que la fréquence des séquelles après transmission virale dépend du terme. Donc, avant 11 semaines, le risque de photopathie est estimé à 100%. Entre 13 et 16 semaines, il est estimé à 35%. Au-delà de 16 semaines, il n'a pas été donc, démontré de séquelles notables. Il faut savoir que la contagiosité donc, débute 8 jours avant l'éruption, demeure au cours de l'éruption, donc et persiste 8 jours après l'éruption. Le diagnostic ici donc, est fait sur la sérologie systématique donc, faite pendant donc, le suivi de la grossesse pour évaluer l'élévation donc, éventuelle du titrage des anticorps. La prévention, donc c'est l'identification, repose sur l'identification des femmes non immunisées et bien sûr la vaccination. En deuxième lieu, la varicelle. Il faut savoir que toute varicelle chez femmes enceintes doit être traitée par l'acyclovir. Donc on dit qu'avant 20 semaines, le risque de varicelle congénitale est faible. Après 20 semaines, donc, le risque est que l'enfant développe une varicelle durant la première année de sa vie. On parle de varicelle néonatale quand l'éruption survient chez la maman 5 jours avant l'accouchement et 2 jours après celle-ci. Cette forme clinique-là, la varicelle néonatale, est une forme grave car le taux de mortalité chez le nouveau-né peut atteindre les 30%. C'est pour ça que chez une femme enceinte qui présente une varicelle et qui est en travail, on va essayer au maximum de retarder l'accouchement par une tocolyse. Le traitement ici repose sur l'acyclovir par voie intraveineuse pour une durée de 7 à 10 jours. L'hépatite B, ici aussi l'hépatite B, elle est très fréquente chez nous. On a plusieurs patientes donc, enceintes qui sont porteuses d'hépatite B chronique. La transmission est verticale, elle se fait en père et postnatal. En père natal, elle se fait via les sécrétions vaginales et le sang maternel. En postnatal, on dit qu'il y a une transmission par l'allaitement maternel, mais elle est vraiment, vraiment faible. Mais il y a un facteur qui n'est pas donc, qui est important, qui est la transmission intrafamiliale, c'est-à-dire un parent proche qui présente une hépatite B qui risque de transmettre cette infection au nouveau-né. Le risque donc de transmettre l'hépatite B de la mère à l'enfant dépend de l'intensité de la charge virale. Plus celle-ci est importante, plus le risque de transmission est important. Cependant, il faut savoir que l'hépatite B n'entraîne pas d'embryo-photopathie et que la césarienne n'empêche pas la contamination de l'enfant. C'est-à-dire une femme porteuse d'hépatite B ne doit pas être systématiquement césarisée. Quelle est la conduite à tenir chez une femme enceinte présentant une hépatite aiguë? Donc l'hépatite aiguë n'a aucune particularité clinique chez une femme enceinte. On dit qu'elle est souvent mal tolérée donc, au 3e trimestre de la grossesse par la majoration donc, des effets, de la symptomatologie, à savoir l'asthénie. On dit que la grossesse n'augmente pas, n'a pas d'effet délétère, ce n'est pas un facteur favorisant de l'évolution de cette hépatite vers la chronicité. Au stade d'hépatite aiguë, on ne propose aucun traitement. Par contre, si une hépatite aiguë survient dans l'entourage proche de la femme enceinte, on proposera systématiquement une vaccination qui n'est pas contre-indiquée au cours de la grossesse et chez l'enfant, on proposera systématiquement une sérovaccination.
Donc, en cas d'hépatite chronique, il faut savoir que la grossesse n'aggrave pas l'hépatite et que la grossesse n'est pas contre-indiquée au cours de la grossesse. Mais un fait important, dans le suivi des femmes porteuses d'hépatite chronique au cours de la grossesse, il faut proposer un traitement antiviral à partir de la 28e semaine si la charge virale est vraiment importante. Chez l'enfant, donc, le risque est la survenue d'une hépatite aiguë avec évolution vers le carcinome hépatocellulaire qui peut survenir durant les 10 premières années de la vie et l'évolution vers l'hépatite chronique dans 90% des cas. D'où l'intérêt de proposer systématiquement chez le nouveau-né né d'une mère porteuse d'hépatite B chronique une sérovaccination à la naissance, à savoir injection d'immunoglobuline spécifique dans les 12 premières heures. Donc, suivi de vaccination qui doit être effectuée dans les premières 48 heures avec 2 rappels à 1 mois d'intervalle et un rappel à 1 an. On dit que cette prophylaxie réduit le risque de contamination de 90%. L'hépatite C, donc il faut savoir que le dépistage de l'hépatite C n'est pas systématique vu qu'il n'y a aucun traitement à proposer quand la femme est porteuse d'hépatite C car les traitements antiviraux contre l'hépatite C sont formellement contre-indiqués au cours de la grossesse. Ils sont par contre, donc le dépistage est indiqué donc, pour protéger surtout le personnel soignant et prendre les mesures obstétricales nécessaires pour l'enfant. L'infection à CMV, il faut savoir que l'infection à CMV est l'infection materno-fœtale la plus fréquente. Elle est responsable de 20% de séquelles graves et de 17% de surdité à 1 an. Il faut savoir que ces séquelles peuvent survenir, que ce soit en primo-infection ou bien lors de récurrence. La prévention repose là aussi sur les règles d'hygiène. C'est surtout le contact avec les enfants donc en bas âge et les femmes travaillant dans les crèches. L'herpès. Pourquoi l'herpès? Parce que l'herpès génital donc, est en fait assez fréquent. Le dépistage n'est pas donc inutile. La transmission, elle se fait par contact direct au cours de l'accouchement. L'indication de la césarienne prophylactique si il existe des lésions génitales donc, au début du travail, si la primo-infection date de moins d'1 an et s'il y a une récurrence non traitée, donc remontant à moins d'1 semaine. Donc il faut savoir que tout sujet porteur d'un herpès labial, donc HCV type 1, ne doit pas entrer en contact avec un nouveau-né. Le traitement de l'herpès génital repose sur l'aciclovir, que ce soit donc une primo-infection pour une récurrence ou pour un traitement suppressif quand la patiente fait des récurrences de plus de 6 par an. Donc l'herpès néonatal, donc quand il y a un herpès génital attesté chez la mère, l'enfant doit bénéficier d'un traitement curatif, celui-ci repose aussi sur l'aciclovir. Sinon un traitement présomptif quand il n'y a pas de lésions génitales apparentes, mais il y a un antécédent d'herpès génital à base d'aciclovir. Donc, juste un truc sur le VIH, c'est parce qu'on nous a toujours posé la question, est-ce qu'il faut d'emblée programmer une césarienne chez les patientes porteuses du virus VIH? En fait, l'effet protecteur de la césarienne a été démontré donc avant travail, quand les membranes sont intactes et dans le cadre de la prophylaxie chez une mère donc, qui est sous-azotée seule. L'efficacité de la césarienne n'est pas démontrée quand la patiente donc, a commencé le travail, quand les membranes sont rompues et en cas de charge virale indétectable, dans ces cas-là, l'accouchement par voie basse est permis. Les infections parasitaires, donc je voulais juste vous parler de la toxoplasmose, cette infection donc, qui est donc due à un parasite et qui peut engendrer des lésions sévères chez les fœtus, surtout neurologiques et oculaires, et donc qui est facilement donc, prévenue donc, par une hygiène de vie correcte.